Dans ce domaine, nous sommes liés historiquement à deux grandes singularités que je veux rappeler, parce que ce sont des singularités sur lesquelles il faut vraiment insister. La première, c'est une singularité française. Nous sommes dans un pays, nous le savons tous, extrêmement centralisé. Ça puise loin dans l'histoire. On l'a dit tout à l'heure, les constitutions successives depuis 1790 parlent du royaume un et indivisible, puis de la République une et indivisible. Si la formule a été abandonnée depuis la quatrième République, elle a servi de terreau, en quelque sorte, à toute l'aventure de notre République au XIXe et au XXe siècle. On peut comprendre historiquement cette affirmation d'unité et d'indivisibilité parce que la France, c'était une mosaïque de peuples, de langues, et parce qu'à l'époque de la Révolution, elle était menacée à l'intérieur, elle était menacée aux frontières. Et donc, il fallait construire l'unité et l'indivisibilité. Mais au-delà de l'unité et de l'indivisibilité qui étaient constitutionnelles, l'ensemble des lois et des règlements ont été basés sur un autre mot qui, lui, n'appartenait pas à la Constitution, qui était l'uniformité. Les lois et les règlements étaient uniformes. Et on est arrivé à une véritable singularité, et aujourd'hui, il faut rappeler que ce mode d'organisation des pouvoirs publics est, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Europe, une originalité. Nos plus proches voisins, République fédérale allemande, regardons l'Italie, regardons le Royaume-Uni, regardons l'Espagne, regardons le Portugal, nos plus proches voisins géographiques, tous sont des régimes, pas toujours des républiques, mais des régimes où la force des régions est extrêmement importante. Il y a une singularité française, et même si dans les derniers temps, elle a un peu évolué, dans les Outre-mer, en Corse, avec une assemblée unique aujourd'hui, et en Île-de-France, comme quoi toutes les îles bénéficient d'un statut particulier, même l'Île-de-France, il n'en reste pas moins que pour les autres régions, nous le savons tous, les pouvoirs, les moyens sont faibles. Et c'est une singularité française à l'échelle de l'Europe. Et puis il y a une singularité bretonne aussi. Et il faut la rappeler. Tout au long de cette histoire, la Bretagne a beaucoup souffert de cette uniformité souvent trop rigide. Nos langues, nos pratiques culturelles ont longtemps porté et portent encore les stigmates du mépris au nom de cette uniformité-là. Mais, et c'est là la singularité bretonne, elle a épousé au fil des décennies la République, qui a pris les traits de l'émancipation, de l'école et d'une aventure individuelle et collective qui fait que, surtout après les lois de 1905, les Bretons ont pu rester profondément bretons en étant profondément républicains. C'est une singularité. C'est une singularité par rapport à d'autres régions où le sentiment régional peut être faible et où le sentiment national renforcé. C'est une particularité par rapport à d'autres régions encore où le sentiment régional peut être très fort, mais parfois à l'encontre du sentiment républicain. La Bretagne, c'est les identités plurielles, c'est ce qui a été développé par différents orateurs tout à l'heure et qui traverse toute notre histoire, le régionalisme au sein de la République. C'est en Bretagne qu'est créé le premier parti régionaliste en 1898. C'est en Bretagne que les républicains, pour la première fois, se mobilisent pour les langues régionales, ici. C'est en Bretagne qu'est inventé le premier comité d'expansion économique de France, qui a été cité tout à l'heure, le CELIB, et qui va, dans toutes ses réflexions, nourrir au cours des années 70 ce qui va amener les lois de décentralisation de la France. Les lois de décentralisation de 82 ont été nourries par l'expérience bretonne. Et dans la dernière période, la CTAP a été nourrie par l'expérience bretonne et par le B16 qui avait été mis en place précédemment.
C'est la singularité bretonne, 100% bretonne et totalement républicaine. Les identités composites qui sont une richesse, une identité très fortement affirmée qui reste une ouverture aux autres. L'identité bretonne, ce n'est pas la fermeture, ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas le repli. L'identité de la Bretagne, elle se tisse avec les ailleurs, elle participe de l'aventure de la République. C'est notre grande singularité. La République, il faut le dire et le répéter, notre République ne devrait pas être soluble dans un tilde. La République, notre République, ne devrait pas se sentir menacée par des délégations de compétences. Au contraire, elle devrait se sentir renforcée par l'acceptation du divers, par l'acceptation de la différenciation, des expériences, bref, considérer la diversité comme richesse. Je voulais rappeler ces éléments de contexte, la singularité française et la singularité bretonne. Et c'est sur la base de ces deux singularités qu'il nous faut regarder les opportunités qui peuvent aujourd'hui s'ouvrir à nous. L'option envisagée par le gouvernement, à savoir une modification de l'article 72 de la Constitution pour ouvrir la voie à une réelle différenciation, peut s'avérer satisfaisante. Encore faut-il que nous puissions lui donner sa pleine mesure. Cette différenciation est d'ailleurs d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'il y a de grandes différences entre les régions, beaucoup plus qu'avant les lois récentes sur le périmètre de ces dites régions. La différenciation, elle est évidente aujourd'hui, du moins la différence. Encore faudrait-il que nous puissions user de la différenciation dans la construction de nos projets. Et c'est l'enjeu de ce groupe de travail, proposer un contrat de différenciation spécifique à la Bretagne, listant de manière extrêmement pragmatique les différentes politiques publiques où nous pourrions, ensemble, faire mieux. Des propositions concrètes dans différents secteurs. Je peux en lister quelques-uns rapidement. Des secteurs où la différenciation est assez évidente en raison de l'histoire ou en raison de la géographie. Politique linguistique, c'est l'histoire. Politique culturelle, c'est l'histoire. Politique de l'eau, politique de l'environnement, politique des mobilités dont nous venons de parler. Politique maritime, c'est la géographie. Il faut regarder dans des différents domaines ce qui pourrait être imaginé pour que nos politiques publiques soient plus efficaces. J'ai 3 convictions, et ces 3 convictions ont été nourries par mon expérience récente avec vous autour de cette délégation de compétences que nous avons obtenue en matière culturelle les années passées, vous vous en rappelez. Première conviction, c'est que la réussite, ce n'est pas la victoire de la Bretagne sur le gouvernement. Ce n'est pas la victoire du conseil régional sur telle ou telle collectivité. La réussite, c'est la meilleure efficacité des politiques publiques. C'est la victoire de l'esprit public. C'est une meilleure utilisation de l'argent public. C'est le sens même de l'action publique. C'est ça, la victoire. La réussite, deuxième conviction, d'une République moderne, c'est, je crois, le principe de subsidiarité, la recherche de l'échelon le plus pertinent pour chaque politique publique. J'entendais ce que disait Gérard Lahellec tout à l'heure et je suis tout à fait les enseignements qu'il nous donne à partir des politiques de mobilité. Pour des grandes questions structurantes, la région semble, en Bretagne, de manière assez évidente, le territoire le plus pertinent. Pour 2 raisons apparemment contradictoires, c'est qu'elle est assez grande, cette région, pour porter des politiques structurantes, et elle est suffisamment petite, si je puis dire, pour qu'un sentiment commun partagé d'appartenance puisse être un levier de l'action publique. Suffisamment petite, suffisamment forte de son histoire et suffisamment grande néanmoins. Troisième conviction, c'est de lier ce projet institutionnel à un vrai projet de vitalité démocratique. S'il y a victoire de l'esprit public, ce n'est pas la victoire d'une institution contre des réseaux citoyens, c'est la victoire globale des forces vives d'un territoire.
Ça veut dire que politique par politique, il faut aussi voir comment on peut faire mieux en lien étroit avec les réseaux d'acteurs directement concernés. Bref, groupe de travail pragmatique, durée courte, parce qu'il faut se caler sur le calendrier du gouvernement, et donc, dans l'idéal qu'au mois de mai, nous puissions faire des propositions concrètes, ce cahier de propositions, de différenciation pour la Bretagne. Il ne faut pas jouer dispersé. Toutes nos expériences l'ont montré dans l'histoire de la décentralisation. Il ne faut pas jouer dispersé, ce qui veut dire que ce groupe de travail doit rechercher autant que faire se peut les points de consensus qui peuvent être portés par nous, par nos parlementaires, de quelque banc que ce soit, et par les forces vives de la Bretagne. Il ne faut pas jouer petit bras. C'est une grande ambition bretonne que la régionalisation. Mais pour autant, il ne faut pas jouer démagogie, il ne faut pas jouer surenchère, il ne faut pas jouer course à l'échalote. Il faut être pragmatique, il faut être précis, et il ne faut surtout pas rater cette occasion qui peut nous être ouverte demain au service de l'intérêt public.